Séance 4. Associer des comportements au savoir-être. Nous en sommes à notre 4e séance pour faire apprendre le savoir-être professionnel. Jusqu'à maintenant, nous avons traité des conditions pour faire manifester le savoir-être, de la construction d'une ressource didactique pour faire apprendre le savoir-être, de la façon de choisir le savoir-être pertinent selon la situation de travail, et maintenant, l'association des comportements représentant les savoir-être sélectionnés. Cette séance comporte 8 parties. Nous allons faire un retour sur le savoir-être, les indicateurs du savoir-être. Nous allons parler également de la situation de travail comme étant l'élément de référence, la situation d'apprentissage, la taxonomie et la compétence, les attitudes et comportements, les éléments du comportement et les dimensions des comportements. Faisons un bref retour sur le savoir-être. Dans le but de bien comprendre ce qui sera traité dans cette séance, il est important de se remémorer les éléments qui composent la pyramide du savoir-être. Un savoir-être est composé de 3 éléments de base que sont l'action à réaliser, l'émotion qu'elle provoque, favorable ou défavorable, et la cognition que représente ce que les circonstances du contexte de réalisation apprend à la personne et qui l'amènera à manifester le comportement pertinent au résultat attendu de l'action réalisée. Ces 3 éléments peuvent se présenter lors de la réalisation d'une tâche professionnelle qui se déroule dans une situation de travail et dont la finalité amène les bénéficiaires de cette tâche à construire ou à maintenir un lien de confiance qui fait en sorte que le résultat attendu de la tâche sera atteint. Voici les éléments qui relient la cognition et l'action du savoir-être à la tâche à réaliser. Un apprenant, pour être en mesure de manifester le savoir-être, doit s'engager dans la tâche à réaliser. S'engager veut dire de s'impliquer dans le choix des pratiques nécessaires à la réalisation de la tâche. Dans ce sens, pour permettre à l'apprenant de s'impliquer, il doit être en mesure d'avoir une représentation du savoir-être pour en décoder le sens à travers les informations que lui procurent les circonstances de la tâche en relation avec les interactions qu'il a avec les autres ou les objets qui se retrouvent impliqués dans sa tâche à réaliser. Le lien entre la situation et le savoir-être se retrouve dans ce que la situation pourra provoquer en termes d'action et d'émotion. L'action doit être située pour qu'il puisse y avoir des interrelations. C'est ce phénomène provoqué par les interrelations qui suscite la manifestation d'un comportement. Pour que cela puisse se produire, il faut que l'apprenant soit en mesure de comprendre la situation pour qu'il y ait une interrelation pertinente entre l'action et situation. L'adhésion, c'est-à-dire l'état psychologique ou intellectuel de l'apprenant face à la situation, est une composante clé de l'aspect émotif du savoir-être. Le souci de l'apprenant à manifester les comportements adaptés à la situation, à l'action et aux interrelations pourra s'enclencher seulement s'il y a adhésion au savoir-être à manifester. Il reste les liens entre la cognition et l'émotion du savoir-être avec le lien de confiance. Ce que l'apprenant décodera comme information dans une situation et qui l'incitera à une manière d'agir propre à cette situation se traduira dans les attitudes qu'il manifestera. Le savoir-être constitue ce que nous voulons que l'apprenant apprenne et l'attitude est la manifestation que l'apprenant présentera dans ses comportements au moment de l'action. Lorsque l'apprenant manifeste spontanément les comportements associés au savoir-être et à la situation dans ses tâches professionnelles, on parlera ici de caractérisation. L'identité professionnelle de l'apprenant se retrouvera dans ses comportements professionnels et suscitera ainsi un lien de confiance car il sera la représentation de ce que l'on attend professionnellement de lui. Lors de notre dernière séance, vous avez fait le choix d'un savoir-être clé relié
à un métier ou une technique ou une profession. C'est à partir de ce choix que la poursuite de cette séance prendra son sens. Traitons maintenant des indicateurs de savoir-être, c'est-à-dire de l'identification des repères qui permettront aux apprenants et à vous de faire l'appréciation de la manifestation du savoir-être clé visé. Comme je l'ai déjà indiqué, le savoir-être est une connaissance comportementale qui permet à une personne de se représenter les comportements professionnels qu'elle doit manifester lors de la réalisation de ses tâches selon la situation où elle se trouve. Pour être en mesure de cibler des comportements, il faut avoir choisi un ou des savoir-être clés axés sur les tâches significatives d'une activité professionnelle spécifique. Ces savoir-être sélectionnés doivent être définis de façon pragmatique pour en comprendre et en faire comprendre le sens. Par la suite, il est important de faire des liens entre le sens du savoir-être et la situation de travail de l'activité professionnelle en jeu. Ce lien est représenté par des indicateurs. Ces indicateurs, dont vous retrouverez des exemples ici, sont constitués de divers contextes de travail de base. Ces contextes donneront des indications sur la tâche impliquée, les comportements à manifester et la situation à mettre en place pour que ce contexte puisse être vécu. Prenons les indicateurs du savoir-être esprit d'équipe. La liste des indicateurs que je vous propose n'est pas exhaustive. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs indicateurs selon leur pertinence avec les tâches que vous allez y associer, les comportements que vous désirez faire manifester et la situation de travail que vous serez en mesure de mettre en place. Ici, l'esprit d'équipe peut se manifester dans les contextes où on interagit avec les autres, où on travaille avec les autres, où on doit apprécier les idées des autres, on doit prendre position, où on doit s'engager dans des objectifs de l'équipe. Prenons un autre exemple avec le jugement. Ce savoir-être peut se manifester dans la mesure où l'apprenant sera placé dans un contexte où il devra réagir, où il devra repérer des contraintes, où il pourra réfléchir sur ses pratiques de travail, où il sera en mesure de se donner des marges de manœuvre, ou encore de gérer des situations incertaines. Un dernier exemple avec l'initiative. L'apprenant pourra manifester les comportements du savoir-être dans la mesure où il sera placé dans un contexte où il devra entreprendre son travail, où il pourra repérer des contraintes, où il pourra saisir des opportunités, décider des actions à poser, évaluer son travail, décider des mesures à prendre, adapter ses pratiques ou proposer des actions à poser. C'est à partir des contextes dans lesquels vous placerez vos apprenants que vous pourrez y associer les comportements que vous désirez faire manifester. Revenons maintenant sur la situation de travail. Je vous ai présenté lors de la dernière séance ce qui compose la dynamique de la situation de travail dans laquelle il faudra placer l'apprenant pour lui permettre de faire face à une réalité qui lui permettra de trouver le sens du savoir-être qu'on lui demandera d'apprendre et de manifester. N'oubliez pas que l'apprentissage du savoir-être est implicite à partir de l'action, du contexte et de la situation où il devra œuvrer. Dans une situation, il y a d'abord une tâche à réaliser. Cette tâche est provoquée par un événement. L'événement qui implique la tâche fait en sorte de provoquer un comportement. Ce comportement est en relation directe avec les circonstances de l'événement et de la tâche. Les liens entre l'événement, la tâche et les circonstances amènera l'apprenant à manifester des comportements qui se retrouveront à l'intérieur des pratiques de travail qui seront mises en œuvre. Ces pratiques de travail sont soit prescrites ou effectives. C'est à partir des pratiques effectives que vient s'insérer les comportements adaptés aux circonstances de la tâche à réaliser selon l'événement.
ce qui relie ensemble événements, tâches, circonstances, pratiques de travail, comportement et adaptation, c'est ce que l'on appellera le contexte de travail spécifique à l'événement et à la tâche à réaliser. Parlons maintenant de la situation d'apprentissage. Le contexte à l'intérieur de laquelle on place l'apprenant est déterminant en ce qui a trait au comportement à faire manifester. La situation d'apprentissage d'un savoir-être à faire apprendre comporte l'apprenant, un objet d'apprentissage qui, dans ce cas-ci, est le savoir-être, et un contexte qui constitue le contexte de travail en lien avec les événements, les tâches à réaliser et la situation de travail. En formation professionnelle, on retrouve des apprentissages explicites, c'est-à-dire qui peuvent être communiqués, et des apprentissages implicites, c'est-à-dire qui doivent être vécus. Ces catégories d'apprentissage sont en lien avec les savoirs, les modes et font appel à des éléments différents. L'apprentissage explicite est composé de connaissances explicites qui peuvent être communiquées et qui est construit dans des livres. Ces connaissances sont formalisées et structurées dans un langage. Elles sont généralement reliées au savoir, donc aux connaissances, et le mode d'apprentissage le plus répandu est généralement l'acquisition. Elle fait appel à la mémoire. L'apprentissage implicite doit être vécu. Il est constitué de connaissances implicites qui se construisent dans la tête des apprenants à partir d'une construction utilisant le savoir-faire, le contexte et l'expérience. Le savoir-faire et le savoir-être font partie de ce type d'apprentissage. Le savoir-faire s'apprend dans l'action et fait appel à un stimuli et une réponse. Le savoir-être également s'apprend exclusivement dans l'action et fait appel au stimuli qui provoque un autre stimuli. C'est ce va-et-vient qui fait en sorte que l'apprenant prendra conscience de la pertinence de sa présence. Taxonomie et compétences. Les savoir-être ont une classification qui est directement associée au niveau de compétence exigé par une activité professionnelle. Je vous présente ici, à l'aide de ce tableau, les liens qui existent entre les classifications des savoirs, les niveaux de compétences et l'évolution du concret vers l'abstrait. C'est cette évolution du simple au complexe qui représente la taxonomie. J'ai séparé l'évolution des trois savoirs pour en comprendre l'évolution au regard de celle de la compétence et du niveau de complexité. Ce qu'il faut déduire de ce tableau est que le savoir-être qui est sélectionné est nécessaire aux professions, devient un indice important du niveau de compétence à atteindre et de la complexité des savoirs à faire apprendre. Parlons maintenant des attitudes et des comportements, c'est-à-dire ce que l'apprenant doit manifester et ce que je lui propose comme repère de manifestation. Rappelons-nous que notre but est de faire en sorte d'amener les apprenants à se forger une identité professionnelle. Cette identité est la manifestation des savoir-être clés propres à une activité professionnelle et qui constitue le fondement de ce qu'une personne est bien ce qu'elle prétend être. Cette identité professionnelle se constate lors des interrelations avec les autres et peuvent être différentes selon les statuts des personnes côtoyées dans la situation de travail. C'est cela qui exige de la part de l'apprenant de comprendre non seulement le travail à faire, mais également les circonstances où ce travail se déroule et aussi les variations dans les attentes selon la personne impliquée. Le passage de l'attitude au comportement implique le savoir-être et la conduite désirée par le formateur dans une situation de travail lors de la réalisation d'une tâche spécifique. Prenons par exemple le savoir-être de communication. Ce savoir-être vise une attitude de respect des règles de communication. La conduite visée est que l'apprenant se soucie de fournir les informations complètes. Et les comportements qui seront observés seront qu'il écrit ces informations d'identification, qu'il rédige les notes au dossier et qu'il remplit les feuilles spécifiques. Ce que je vous communique depuis le début de cette séance va dans le sens de Blain qui spécifie que les attitudes et les comportements professionnels font partie d'un système de représentation de qualité et d'agir
qui devrait caractériser une personne ayant une appartenance à une profession reconnue. Dans ce sens, un comportement constitue la partie observable de nos actions et de nos réactions. Le défi, c'est que le comportement constitue que la partie observable et est le résultat d'un repérage d'informations de la part de l'apprenant en situation d'apprentissage où il pourra constater les liens entre les tâches à réaliser, l'action à mettre en place, les pratiques à adapter, les circonstances à gérer, la réaction des intervenants, les émotions manifestées, l'état d'esprit dans lequel il se trouve, la manière d'être, les enjeux à considérer, les décisions prises, la situation d'ensemble et le contexte de la tâche à réaliser. Cela nous indique bien que l'apprentissage d'un savoir-être ne repose pas seulement sur la manifestation d'un comportement, mais sur les informations recueillies par l'apprenant qui l'a conduit à agir d'une façon plutôt qu'une autre. Cela nous conduit au comportement à choisir judicieusement pour nous assurer qu'il reflète réellement le savoir-être sélectionné en relation avec l'identité professionnelle à faire développer. En résumé, le comportement est une manière de se conduire qui caractérise un ensemble de réactions observables en réponse à une stimulation intérieure ou extérieure. Les éléments du comportement professionnel. De façon plus spécifique et systémique, nous allons regarder le déroulement de ce qui se passe dans une situation de travail et ce qui amène à la manifestation du savoir-être par le comportement. Comme je l'ai déjà indiqué, lorsqu'on a pour objectif de formation de faire apprendre le savoir-être, tout débute par un événement professionnel. C'est l'événement professionnel qui active la nécessité de réaliser la tâche professionnelle. Cette dernière spécifie ce qu'il faut faire, mais c'est la pratique qui indique comment sera faite la tâche en cohérence avec l'événement de départ. Prenons par exemple la tâche associée à un prélèvement sanguin en soins infirmiers. Dans un centre de prélèvement, le patient se présente, c'est l'événement. L'arrivée du patient déclenche la tâche de prélèvement sanguin. L'infirmier ou le technicien va analyser les circonstances pour adapter sa pratique, c'est-à-dire la façon dont le prélèvement sera réalisé. La pratique de travail, c'est-à-dire la façon dont la tâche sera réalisée, dépend directement des circonstances qui apparaissent au moment où l'événement se présente. Je reviens avec le prélèvement sanguin. Il est faux de penser que les circonstances seront toujours identiques. Il peut se présenter une mère avec son poupon, une personne âgée stressée, un homme d'affaires, un adolescent, un travailleur de la construction. L'habillement peut également être un élément qui va jouer un rôle comme le type de peau ou le type de veine, ou encore une pathologie que le patient peut avoir, et finalement, la quantité de prélèvement à effectuer selon la prescription. Toutes ces circonstances ont un lien avec un enjeu qui déterminera le résultat de la tâche s'il ne soit pas pris en considération. La pratique de travail comporte deux éléments à adapter selon les circonstances et les attentes des bénéficiaires de la tâche à réaliser. La pratique comporte l'action et la manière d'être lors de la réalisation de l'action. L'action illustre ce que fait la personne et est la représentation de ses connaissances techniques. C'est ce que l'on appelle le savoir-faire. La manière d'être illustre l'état d'esprit de la personne et est la représentation de ses connaissances comportementales. C'est ce que l'on nomme le savoir-être. C'est ce qui constitue un comportement, une manière d'être et une action. Le comportement nécessite l'assemblage par l'apprenant de ses connaissances en lien avec le savoir-faire et le savoir-être. Rappelons-nous ici que le comportement, ce doit être un comportement professionnel pour qu'il ait du sens et pour faciliter l'adhésion de l'apprenant à sa manifestation. Finalement, le savoir-être et le savoir-faire s'assemblent dans un comportement professionnel associé à une tâche suscitée par un événement pour permettre l'apparition chez l'apprenant de ce que l'on appelle le savoir-agir.
La nécessité d'adapter sa manière d'être et l'action à réaliser selon les circonstances d'une tâche provoquée par un événement vient des enjeux qui fait que le résultat attendu de la tâche sera atteint ou non. L'enjeu est ce qui fait que le résultat attendu de la tâche par son ou ses bénéficiaires a été atteint ou non. Les enjeux pourront varier selon le type de tâche. Je propose de placer les tâches en 3 catégories. Les tâches relationnelles, les tâches technologiques et les tâches manuelles. Les tâches relationnelles, c'est-à-dire celles où plusieurs personnes sont en relation et que la manière d'être joue un rôle déterminant dans la réussite de la tâche. Les tâches technologiques, c'est-à-dire celles qui sont axées vers l'utilisation adéquate d'équipements, d'outils, d'instruments, dont ma manière d'être joue aussi un rôle déterminant dans la réussite de la tâche. Les tâches manuelles, c'est-à-dire celles qui sont axées vers l'utilisation attendue de mes gestes ou mes manières d'être jouent un rôle déterminant dans la réussite de ma tâche. Chacune des catégories de tâches détermine des enjeux différents pour leur réussite. Pour les tâches relationnelles, il peut y avoir des enjeux de réactivité, de flexibilité, d'intelligibilité, de pertinence, d'éthique et de qualité. Pour les tâches plus technologiques, on parlera de précision, de quantité, de conformité, d'efficacité et de sécurité. Pour les tâches de caractère manuel, on parlera de sécurité, de minutie, d'habileté, de dextérité, d'ordre, de force et de coordination. Le comportement professionnel est directement associé aux enjeux d'une tâche selon sa nature, dépendamment de l'événement qui l'a enclenché. La compréhension des liens entre ces éléments fera en sorte que l'apprenant pourra transformer ses savoirs en savoir-agir et ainsi être un professionnel compétent. Ce savoir-agir apparaîtra dans l'action ou les réactions de l'apprenant, indépendamment de ses émotions favorables ou défavorables, à partir d'une estimation juste des circonstances où il se trouvera. Finalement, les dimensions du comportement. On peut regrouper en 3 dimensions les attitudes et comportements à faire manifester. La gestion de soi, la gestion de ses actions et de ses réactions, et la gestion de ses pratiques de travail. Ces dimensions se présentent dans leur ordre de développement. Premièrement, il est essentiel que l'apprenant manifeste des comportements qui s'adressent premièrement à lui-même. La gestion de soi consiste à considérer son agir, sa manière d'apprendre, de réagir aux situations pour les apprécier et éventuellement décider, selon le cas, de changer ce qu'elle considère pertinent à modifier. Si nous faisons le lien entre les 20 savoir-être que je vous ai déjà présentés, nous pouvons associer la gestion de soi à la tenue, à la maturité, à la protection et à la patience. Voici quelques exemples de comportements que nous pourrions associer à cette dimension et au savoir-être qui y sont associés. L'apprenant fournit les efforts, est présent, est actif, adopte un maintien professionnel, garde son calme, prend des décisions, repère des informations dans un contexte de travail, adopte des pratiques pour sa santé et sa sécurité, démontre de la curiosité, admet ses erreurs et les corrige, assume ses responsabilités, se donne des marges de manœuvre, prend position, s'informe, intègre de la nouveauté à ses pratiques. Cette liste de comportements n'est pas exhaustive. Plusieurs autres comportements peuvent être choisis et qui sont spécifiques à chaque profession. Lorsque l'apprenant est en mesure de manifester des comportements pertinents envers lui-même, il est alors en mesure de pouvoir en manifester envers les autres. Ici, nous couvrons les comportements associés à la gestion de ses actions et de ses réactions. Il consiste à considérer ses actions et ses réactions dirigées vers les autres pour les apprécier et éventuellement décider selon le cas de changer ce qui est pertinent à modifier. Les savoir-être que nous pouvons associer à cette dimension sont la communication, la patience,
la protection, le respect, l'esprit d'équipe et l'intégrité. Voici quelques exemples de comportements que nous pourrions associer à cette dimension. L'apprenant contribue au travail des autres, émet des idées, utilise un langage professionnel, tient compte des circonstances, informe les personnes concernées, prête attention aux autres, considère ses collègues, repère les risques de blessures dans son travail, adopte des pratiques pour la santé et la sécurité des autres, va au-devant des besoins, donne de la valeur aux personnes qu'il côtoie, donne de la valeur aux idées des autres personnes qu'il côtoie, donne de la valeur aux équipements, outils et instruments qu'il utilise, il utilise un vocabulaire professionnel, il anticipe le résultat de ses actions. Lorsque l'apprenant peut gérer sa manière d'être envers lui-même et envers les autres, il pourrait être en mesure de gérer ses pratiques de travail. La dimension des comportements qui traitent des actions consiste à considérer ses actions et ses réactions dirigées vers ses pratiques de travail pour les apprécier et éventuellement décider, selon le cas, de changer ce qui est pertinent à modifier. Les savoir-être que nous pouvons associer à cette dimension sont la prévenance, l'organisation, la débrouillardise, l'efficacité, le jugement, l'autonomie, la vigilance, l'audace, la polyvalence, l'initiative, la persévérance et l'assiduité. Voici quelques exemples de comportements que nous pouvons associer à cette dimension. L'apprenant entreprend son travail, propose un travail, évalue la qualité de son travail, évalue la conformité de son travail, remplit ses obligations, termine son travail, atteint le résultat attendu, résout des problèmes, exploite les ressources, est attentif à ce qui se passe, contrôle le résultat de son travail, fournit des idées, élabore des pratiques, prépare son travail, satisfait aux exigences de qualité, satisfait aux exigences d'efficacité, satisfait aux exigences d'échéancier, termine son travail, recherche la qualité dans son travail, pose des questions au moment opportun, considère les contraintes de son travail, adapte ses pratiques de travail, repère des difficultés et analyse le travail à faire. Pour terminer, je vous propose une liste des activités et des réactions que vous pouvez associer à d'autres comportements. Ce qu'il faut retenir des comportements, c'est qu'ils sont orientés vers soi, vers les autres ou vers l'action. Le choix judicieux des comportements permettra à l'apprenant de mener à bien son travail. Il lui permettra également de s'approprier des repères, non pas seulement pour sa manifestation, mais surtout pour l'analyse des circonstances qui en nécessitent la manifestation.